Dans cette vidéo, je vais faire quelques rappels sur les notions du programme de première concernant les aspects énergétiques en mécanique. Je vais tout d'abord commencer par revenir sur la notion de travail d'une force constante. Pour commencer, on va parler des forces constantes et on va définir ce que c'est. Alors il faut rappeler qu'une force modélise une action mécanique, il s'agit d'une grandeur vectorielle, et que donc une force est caractérisée par sa direction, son sens, son point d'application et sa valeur. Si on veut parler de force constante, il faut que toutes ces caractéristiques soient constantes. Nous venons de définir ce que c'était que la notion de force constante. On va maintenant s'intéresser à la notion de travail d'une force. Et pour commencer simplement, pour comprendre et pour concevoir intuitivement la notion de travail d'une force, je vous conseille d'aller visionner la vidéo numéro 1, dont le lien est donné dans le descriptif de cette vidéo, avant de revenir à la suite de ce cours. Cette vidéo a bien mis en évidence l'influence à la fois de la valeur de la force et aussi de la longueur du déplacement sur la valeur du travail effectué. Intéressons-nous maintenant à cette illustration dans laquelle 5 personnages tentent de mettre en mouvement un wagon qui peut se déplacer sur un rail de la gauche vers la droite. Le wagon va être le système que nous allons étudier et l'action exercée par chacun des personnages, qui sont numérotés F1, F2, etc. jusqu'à F5. Donc l'action exercée par chacun des personnages peut être modélisée par une force, par un vecteur force, F1, F2, etc. On va considérer que les personnages exercent tous une force de même valeur, de même norme, ils tirent tous avec la même force entre guillemets. Alors le personnage numéro 1 sera le plus efficace dans son action, c'est celui pour lequel le travail sera le plus important. Il va transférer efficacement de l'énergie au wagon pour le mettre en mouvement. On parlera de travail moteur. C'est pour ça qu'il dit « c'est moi le meilleur ». Le personnage numéro 3 va exercer une action qui va permettre un déplacement du wagon, mais de manière moins efficace, on pourrait dire, que le personnage numéro 1. C'est pour ça qu'il est indiqué « je fais ce que je peux ». Concernant le personnage numéro 5, il exerce une action, une force, qui ne va pas permettre la mise en mouvement du wagon. C'est pas que son action est nulle, il exerce bien une force, de norme non nulle, mais l'effet de cette force sera forcément nul car il ne tire pas dans la bonne direction. La force qu'il exerce ne travaille pas, elle ne permet pas au personnage de transférer de l'énergie au wagon pour le mettre en mouvement. C'est pourquoi il est effectivement indiqué « je ne sers à rien ». Enfin, le personnage numéro 4 exerce une action qui va avoir tendance à empêcher la mise en mouvement du wagon de la gauche vers la droite. Son action va être, on pourrait dire, contre-productive. En réalité, on va parler plus rigoureusement de travail résistant. Cette illustration montre bien l'importance de la direction et du sens de la force exercée par rapport au mouvement du système dans le calcul du travail de la force. Alors si on veut faire un bilan un petit peu plus rigoureux sur la notion de travail d'une force, comme on l'a évoqué intuitivement dans les situations précédentes, eh bien on va revenir sur l'importance à la fois de la valeur de la force, de la longueur du déplacement du point d'application de cette force, et aussi de l'angle formé entre la force et le déplacement. Alors cette notion de travail va pouvoir être formalisée par une relation mathématique, avec un petit peu plus de rigueur. Le travail d'une force va donc être noté W de A vers B, donc travail, work. De A vers B, c'est le déplacement, donc on part du point A en direction du point B. De la force F, donc la notation doit préciser à la fois le point de départ, le point d'arrivée et la force concernée. Le travail exercé par la force F sur le trajet AB va être donné par la relation travail de A vers B de la force F est égal au produit scalaire F scalaire AB. Alors on rappelle que le produit scalaire F scalaire AB correspond à norme de F fois norme de AB fois cosinus de l'angle orienté FAB, c'est-à-dire l'angle entre la force F et le déplacement AB. On peut écrire ça de manière analogue en disant que c'est simplement F, la norme de F, fois AB, la distance AB, le déplacement, multiplié par cosinus de l'angle orienté FAB. La fonction cosinus étant une fonction paire, le cosinus de l'angle orienté FAB, c'est le même que le cosinus de l'angle orienté ABF, et parfois, par souci de simplification, cet angle orienté, on note tout simplement alpha. Et donc le travail
d'un point A vers un point B de la force F serait donc F fois AB fois cosinus de alpha. Le travail s'exprime en joules, la norme de la force en newton, le déplacement en mètres. La force et le déplacement sont des grandeurs vectorielles, sont des vecteurs, mais le travail va être lui une grandeur scalaire, c'est-à-dire que ça va être un nombre. Les valeurs de AB, le déplacement, et de F, le module de la force, la norme de la force étant positive, c'est le signe du cosinus de alpha qui va imposer le signe du travail de la force. Le travail va donc être une grandeur scalaire, c'est un nombre, mais une grandeur scalaire qui va être algébrique, c'est-à-dire que c'est une grandeur qui va pouvoir être positive ou négative. En effet, si l'angle orienté entre la force et le déplacement, c'est-à-dire l'angle qu'on a appelé alpha pour simplifier, puisqu'on avait vu que ce soit alpha ou moins alpha, l'angle orienté dans un sens ou dans l'autre, au niveau du cosinus, ça n'allait rien changer. Donc si cet angle alpha est plus petit que 90, alors le cosinus de cet angle sera forcément positif. Dans ce cas, le travail de la force, vu son expression, sera positif. On dit alors que le travail de la force est moteur. En effet, dans ce cas, la force va favoriser le déplacement du système, d'où le qualificatif moteur. C'est le cas de ce qui se passe dans le cadre du travail de la force poids au cours d'une chute. Dans ce cas, le poids est orienté verticalement vers le bas. Le déplacement au cours de la chute du personnage va être lui aussi orienté du haut vers le bas. Donc les deux vecteurs F et AB seront collinaires de même sens. Ainsi, l'angle orienté alpha entre F et AB sera nul. Le cosinus sera donc effectivement positif, il est même égal à 1. Et donc le travail sera moteur. Dans le cas d'une chute, le travail du poids est moteur. Ça correspond bien à la notion intuitive de travail qu'on s'était faite dès le départ. Le poids va avoir tendance à aider le déplacement du système au cours de sa chute, d'où le qualificatif de travail moteur. Maintenant, si l'angle orienté entre la force et le déplacement, on a appelé l'angle alpha, est un angle obtus, c'est-à-dire un angle supérieur à 90 degrés, dans ce cas-là, le cosinus de cet angle sera négatif, le signe du travail sera donc lui aussi un signe moins, le travail sera négatif, on parlera de travail résistant. En effet, dans ce cas, la force va avoir tendance à s'opposer au déplacement du système, d'où le qualificatif de résistant. C'est ce qui se passe dans l'exemple du travail du poids lorsqu'on soulève un objet lourd, comme le petit personnage de la vidéo. À ce moment-là, le travail du poids est bien résistant puisque le poids est vertical orienté vers le bas, le déplacement est lui aussi vertical mais orienté vers le haut, l'angle alpha est donc égal à 180 degrés, cosinus de 180 degrés ça vaut moins 1, le cosinus est donc négatif, le travail va être lui aussi négatif et donc on pourra bien parler de travail résistant. La force poids s'oppose au déplacement de l'objet lourd lorsqu'on veut l'emmener du bas vers le haut. Le travail d'une force peut aussi être nul si cette force est perpendiculaire au déplacement, mais aussi si cette force est insuffisante pour mettre en mouvement le système. Intéressons-nous maintenant à une notion importante qui est la notion de force conservative. La définition dit qu'une force est conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi au cours du déplacement de son point d'application d'un point A vers un point B. Le poids est une force conservative et les forces de frottement sont des forces non conservatives. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser à la notion d'énergie cinétique. Et pour commencer, je vous conseille d'aller voir la vidéo numéro 2 dont le lien est donné dans le descriptif de cette vidéo. Par définition, un point matériel m de masse petit m, en mouvement dans un référentiel donné et animé d'une vitesse à un instant t, possède dans ce référentiel une énergie cinétique, qui est donnée par la relation énergie cinétique de ce point matériel est égale à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. L'énergie cinétique étant définie grâce à la vitesse dépendant du référentiel d'étude, l'énergie cinétique d'un point va donc dépendre du référentiel d'étude. Le théorème de l'énergie cinétique indique que dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un point matériel, qui va se déplacer d'un point A vers un point B,
va être égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur ce système entre le point A et le point B. On peut noter ça, delta EC, variation d'énergie cinétique, qui est égale en fait à l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Eh bien, c'est la somme des travaux des forces extérieures, de toutes les forces qui vont s'exercer donc sur le système. Travaux des forces entre le point A et le point B. Des exemples d'implication de ce théorème de l'énergie cinétique sont donnés dans la fiche d'exercice pour laquelle j'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc je vous conseille d'aller faire les 3 premiers exercices de cette fiche, ainsi que les exercices 24 et 25, page 254 du livre, pour lesquels je vous transmettrai une correction. Dans une troisième partie, on va s'intéresser à la notion d'énergie potentielle. Pour commencer, je vous conseille d'aller voir la vidéo numéro 3, dont le lien est donné dans le descriptif de cette vidéo. À toute force conservative F va être associée une énergie potentielle EP, telle que le travail de cette force conservative F entre un point A et un point B est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle au cours de ce trajet. L'énergie potentielle est donnée en joules, ainsi que le travail de la force conservative. Cette énergie potentielle est utilisée dans le cadre de 2 cas classiques. Le premier exemple que l'on peut citer, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Cette énergie potentielle de pesanteur, elle est liée à la force poids. On s'intéresse à un point M de masse M, qui est à son altitude, qui est repérée par la coordonnée Z, dans un repère tel que l'axe des Z est orienté vers le haut. À ce moment-là, on va pouvoir associer à la force poids appliquée à ce point M de masse M, eh bien une énergie potentielle de pesanteur qu'on va noter EPP, et qui est donnée par l'énergie potentielle EPP du point M est égale à M fois G fois Zm, plus une éventuelle constante K. La masse est en kilogrammes, G est le champ de pesanteur terrestre, dont on donnera la valeur dans l'énoncé, qui est donné en mètres secondes moins 2, et Z, c'est l'altitude du point M en mètres. Cette constante K va être précisée dans l'énoncé, on pourra la déterminer à partir du moment où on nous donnera la référence d'énergie potentielle. Si la référence d'énergie potentielle est prise comme étant nulle à l'altitude Z égale 0, ce qui est souvent le cas dans les exercices, alors on pourra en déduire que la petite constante K est égale à 0. De la même manière qu'on a défini l'énergie potentielle de pesanteur, on peut définir l'énergie potentielle électrostatique liée à la force électrostatique. Force électrostatique à laquelle est soumise une particule de charge Q dans un champ électrostatique uniforme E. La force étant conservative, elle dérive d'une énergie potentielle. L'expression de cette énergie potentielle électrique est égale à Q, la charge du point matériel qui nous intéresse, multiplié par V de M, le potentiel au point M, avec la charge en coulomb et le potentiel en volts. Dans une dernière partie, on va s'intéresser à l'énergie mécanique d'un système ou d'un point matériel. On définit l'énergie mécanique d'un point matériel grand M de masse petit m qui est en mouvement dans un référentiel donné, comme étant la somme de toutes les énergies potentielles et de l'énergie cinétique de ce point matériel. EM, l'énergie mécanique, est égale à EC, l'énergie cinétique, plus la somme de toutes les énergies potentielles. L'énergie cinétique étant définie grâce à la vitesse elle-même relative au référentiel d'étude, l'énergie mécanique d'un système va dépendre du référentiel d'étude. L'énergie mécanique d'un système peut, en fonction des conditions, soit se conserver, c'est-à-dire rester constante au cours du mouvement, soit, au contraire, ne pas se conserver. C'est le théorème de l'énergie mécanique qui permettra de donner l'expression ou la valeur de la variation de l'énergie mécanique au cours d'un mouvement. Le théorème de l'énergie mécanique, qui se démontre à partir de la deuxième loi de Newton, mais ce n'est pas au programme cette année, nous dit que la variation d'énergie mécanique d'un point matériel qui se déplace entre un point A et un point B va être égale à la somme des travaux des forces non conservatives, et uniquement les forces non conservatives, c'est pas du tout la même chose que dans le théorème de l'énergie cinétique, qui s'applique sur lui au cours de son mouvement entre A et B. On peut simplifier ça et donner le théorème de l'énergie mécanique sous forme plus schématique. Variation d'énergie mécanique, delta EM, on pourrait écrire sous la forme
énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale, c'est-à-dire dans le cas particulier qui est proposé ici, énergie mécanique en B moins énergie mécanique en A, qui va être égale à la somme des travaux entre A et B de toutes les forces extérieures non conservatives, celles qui vont être responsables de la déperdition d'énergie du système. Pour illustrer la conservation de l'énergie mécanique, je vous propose d'aller voir la vidéo numéro 4 dont j'ai mis le lien en descriptif de cette vidéo. Comme exemple d'application, je vous propose de revenir aux 3 exercices qui ont été faits dans la partie précédente et d'utiliser non pas le théorème d'énergie cinétique, mais le théorème de l'énergie mécanique pour pouvoir répondre aux questions de ces exercices. Là encore, je mettrai la correction à votre disposition concernant la résolution de ces exercices utilisant le théorème de l'énergie mécanique. J'espère que cette vidéo aura pu vous permettre de combler les lacunes et les oublis que vous auriez pu avoir concernant l'aspect énergétique de la mécanique vue en première spécialité.